Aujourd'hui, les taxis ne travaillent pas parce que les minibus ne travaillent pas parce que le gouvernement d'aujourd'hui a dit que tous les minibus doivent avoir le ceinture de derrière. Bon, alors que le véhicule ne vient pas avec les ceintures. C'est un conteneur qui vient et le gouvernement a vu ça comme ça et nous a donné l'autorisation de faire le transport. Donc nous sommes dedans en train de faire le transport. Aujourd'hui, nous lancons les ceintures. Les patrons ont parti rencontrer le DG, PN, M. Yaya. Et ils se sont discutés à cause des ceintures. Soit disant que tous les véhicules doivent avoir des ceintures derrière, surtout les bus. Alors, ces véhicules ne sont pas construits de cette façon. Nous sommes là, ils nous ont obligés à tout faire. La DT nous a donné, octroyé toutes les pièces. Nous avons pris toutes les pièces. Maintenant, on se lève, on dit que forcément, ces véhicules doivent avoir des ceintures. Les passagers derrière doivent avoir des ceintures. Si c'était le cas, ils ne doivent pas prendre ça au sérieux. La DTT devait refuser d'octroyer des pièces à ces véhicules parce qu'ils ont encore des visites techniques. Un père de famille va quitter à la maison, il va charger sa voiture et puis il sera le cœur, je ne sais pas comment dire, sur la voie, il sera prêt, mais il n'a pas volé, il sera inquiet. Arrivé au pont là, le commissaire arrête. Tous les gens qui sont dans le bus là doivent porter ceinture. Donc, en même temps, le commissaire qui est à Porto Novo, centrale de Ponto là, il n'a pas averti quelqu'un, mais il a commencé par attraper les bus, les gens, même les 5 places qui n'ont pas porté ceinture derrière là. Ils sont attrapés tout pour les verbaliser. Le vendredi dernier, le DGPN nous a appelés et on a discuté. Avec nos patrons, on a discuté. Il n'a pas encore lancé. Il nous avait dit que le temps est déjà dépassé. Mais il veut relancer, c'est pourquoi il nous a appelés. Et avec nos patrons, ils ont dit, bon, aujourd'hui, lundi, ils vont se voir. Subitement, le samedi, le commissaire de Porto Novo, le DGPR, a commencé ses opérations en même temps. Samedi, dimanche et aujourd'hui. On ne comprend pas dans quel pays nous sommes. Mais subitement, le samedi passé, le commissaire de Ponto, centrale de Ponto, a lancé en même temps, M. Fatombi, a lancé en même temps, attraper les ceintures, garder les véhicules en désordre. C'est pour cela que nous, les conducteurs, on a dit aujourd'hui, nous allons rester égarés quand les patrons seront faire leurs échanges avant que nous continuions de travailler. Ils ont dit qu'ils vont encore continuer le travail aujourd'hui, lundi. C'est pourquoi les véhicules sont garés sur le parc. Si quelqu'un vient pour rentrer, pour venir à Cotonou, les gens de bus disent qu'ils ne vont pas aller. Parce qu'ils n'ont pas moyen pour encore placer les ceintures. En allant quitter à Porto Novo pour arriver maintenant, ils vont les bloquer au pont. Pour le gouvernement, nous allons dire de voir nos cas. Parce que nous sommes les conducteurs, et nous a vu comme ça, et nous a donné l'autorisation de travailler pour faire le transport. Donc, les minibus ne doivent pas avoir le ceinture de derrière. Les minibus viennent avec le ceinture de devant. Le conducteur, c'est les 2 passagers de devant, mais le derrière n'a pas de ceinture. Il n'a qu'à voir ce cas pour nous traiter. Nous attendons d'abord ce que le DGPR, avec nos patrons, vont dire. Les résolutions vont sortir et on saura comment gérer ça. Sinon, c'est à partir de ce moment que nous allons commencer par situer la position de grève, si ça ne donne pas. Dans le cas où il va nous notifier un moment, on saura comment gérer ça. Au secours, M. Guillaume Athanase. Aujourd'hui, nous sommes ici réunis à Abomey-Calavi pour le lancement de la 2e phase d'assemblage qui est aussi un projet phare contenu dans le volet 2 du programme d'action du gouvernement BAG2 qui va démarrer dans les 6 communes retenues pour le projet que sont Cotonou, Barakou, Djougou, Porto Novo,
Kandi et bien évidemment Abomey Calavi. Et encore, notre commune est bien prise en compte. En tant qu'entreprise d'étape centrale de Chine, China Xinxin garantit une bonne exécution des travaux et assume activement sa responsabilité sociale dans le cadre de la mise en œuvre du projet. La CIRAT, Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, est très fière du rôle de maîtrise d'ouvrage délégué qui lui a été confié pour ces deux projets et pour lesquels nous remercions le ministère du Cadre de Vie et des Transports en charge du développement durable et la mairie d'Abomey Calavi. Qu'en plus des 31 km qui ont été réalisés dans la commune d'Abomey Calavi depuis 2018, la commune bénéficiera par ces deux programmes de 44 km additionnels de voirie assainie dans le cadre du projet asphaltage et de 26 km de collecteurs accompagnés de 20 km de voirie dans le cadre du projet d'assainissement pluvial des villes secondaires. Donc il s'agit là d'un programme de plus de 70 km de voirie qui viennent à la commune d'Abomey Calavi. C'est le moment pour moi d'exhorter toutes les parties à jouer pleinement leur rôle, chacun en ce qui le concerne, pour la réussite de ces projets. Je voudrais également inviter les entreprises et bureaux de contrôle en charge des travaux au respect des engagements contractuels pour mettre à la disposition de nos populations des ouvrages de qualité. Qui dit asphaltage, dit construction de routes dignes du nom et donc d'essence durable, avec une circulation confortable et plus sécurisée des personnes et des biens, outre l'amélioration du cadre de vie qu'il induit. Or, le cadre de vie, c'est le fondement même du développement de l'être humain, avant d'être celui du développement sociétal. Et quiconque maîtrise, ne serait-ce que relativement la consistance du programme d'action du gouvernement, constatera aisément que la recherche constante de l'amélioration du cadre de vie en est bien l'épine dorsale. L'état d'esprit, vous savez, on est avec des jeunes qui sont enthousiastes, contents de porter le maillot national, qui ont la fougue et qui veulent vraiment défendre, disons, les couleurs nationales. Et ils sont aussi conscients qu'ils représentent des milliers et des millions de Béninois. Alors, quand on porte le maillot national, on doit pouvoir le mériter. Et le mériter, c'est, disons, de tout donner sur le terrain. Et comme le discours, nous l'avons toujours tenu, si une équipe nous gagne, je pense qu'elle doit être meilleure que nous. Mais à force égale, je pense que notre combattante, notre agressivité doit nous amener à remporter ce match. C'est pour vous dire quoi? C'est des jeunes qui sont vraiment déterminés à défendre les couleurs nationales. Je leur ai dit, c'est des privilégiés parmi tant de jeunes béninois. Il y en a des milliers au niveau des centres de formation du nord jusqu'au sud, de l'est à l'ouest. Et eux, ils ont été, disons, sélectionnés, c'est des privilégiés. Mais ils doivent, disons, nous le rendre sur le terrain en se donnant corps et âme pour la sélection. Je leur ai dit, les millions de Béninois ne vont pas chercher à savoir pourquoi c'est à une semaine qu'on a commencé la préparation. Ils ne veulent pas savoir s'ils ont mangé ou pas. Ils ne veulent pas savoir tout ce qu'il y a autour. Quand il y a le Bénin aura le match le 18 contre la Côte d'Ivoire, le Béninois va s'asseoir devant sa télé pour voir son équipe gagner. Et ils sont conscients de ça. Donc je peux vous rassurer qu'ils ont un très bon état d'esprit. Ils sont conscients de la mission qui leur a été assignée. Et nous aussi, nous en sommes très, très conscients. Alors les deux binationaux, ah oui, il y a Senou et puis Marvin. Déjà, si tout à l'heure vous êtes là, vous allez les voir à l'entraînement, passer un séance d'entraînement à 17h. Déjà, ils sont là. Déjà, au niveau morphologique, on voit déjà la différence par rapport, on va dire, au nord d'ici.
Le climat est différent déjà, donc il faut d'abord qu'il s'acclimate. Il y a un qui est milieu de terrain, beaucoup plus fougueux, et l'autre qui est un excentré droit. Le dernier match, il y a Jordan qui a fait 45 minutes et qu'il y a Marvin, lui il est rentré le vendredi soir. Le samedi, il a joué une vingtaine de minutes pour, disons, les premières observations. C'est des jeunes qu'au niveau, on va dire, technique et tactique, sont un peu meilleurs par rapport aux nôtres. Mais le football africain, surtout béninois, est beaucoup plus, on va dire, agressif. Il y a beaucoup plus d'intensité, il y a beaucoup plus d'activité dans nos jeux. Et c'est ça un peu qui leur manque. Et on est en train de travailler dans les séances d'entraînement. Déjà hier et puis là, ce matin, disons, à leur faire, même si le délai est court, leur faire comprendre que ces qualités techniques et tactiques ne vont pas surpris. Il va falloir aller au-delà de ça en termes de combativité, en termes d'abattage physique. Et quand on travaille déjà physique, on voit un peu qu'ils sont, on va dire, en grosse difficulté. Parce que vous savez, en Europe, quand on a 14 ans, 15 ans ou 16 ans, c'est d'abord tout ce qui est qualité technique qu'on essaie un peu d'installer, d'asseoir au niveau des jeunes, quitte après à quand même leur donner le coffre qu'il faut pour aller, on va dire, un peu plus haut. Donc on est en train de travailler avec eux. Ils ont montré quand même de très bonnes choses. Et nous pensons quand même qu'avec peut-être le temps que nous avons, les fait travailler un peu pour qu'au niveau physique, qu'ils aient beaucoup plus de répondants. À Niragongo, au nord de Goma, dans l'est de la RDC, cette école a été choisie comme centre d'examen d'État pour les élèves de Rutshuru et Kibumba, déplacés suite au conflit impliquant les rebelles du M23. Ces jeunes traumatisés par la guerre s'apprêtent donc à passer un examen crucial loin de chez eux, scrutant les listes avec anxiété. À 20 ans, Florent Touchimwe doit passer son examen sur fond de crise sécuritaire. Après avoir fui la guerre l'année dernière, il aspire à trouver la force requise pour réussir son baccalauréat. Je dois faire l'examen ici parce que là, à Kibumba, la guerre est tellement grave. Ici, nous nous sentons vraiment, nous ne nous inquiétons plus de la guerre, nous nous inquiétons des études, c'est pourquoi nous devons passer demain l'examen d'État. Oui, on nous a communiqué que le gouvernement a payé les frais de participation. Pour cet examen d'État, Niragongo attend un total de 2000 élèves. La majorité est originaire des zones sous contrôle du M23, tandis que quelques-uns ont rejoint l'armée ou de mouvements patriotiques tels que les Wazalendo. Les autorités locales assurent que toutes les mesures ont été prises pour le bon déroulement des épreuves. Nous sommes autour de 2000. Après le checking, l'inspecteur chef de pôle qui gère les fichiers m'a dit que voilà, il y a certains élèves qui ont abandonné, mais aussi d'autres qui ont intégré le groupe Wazalendo. Ils ont jugé bien de servir le pays sous les drapeaux. C'est aussi un choix. On ne peut pas les condamner pour ça. La société civile et d'autres groupes de pression appellent à la tenue des examens, même dans les zones sous occupation rebelle, telles que Massissi et Rutshuru. À une demi-heure de Kampala, le village culturel d'Ewafé offre aux visiteurs une expérience authentique et immersive dans la culture et les traditions des Baganda, l'un des principaux groupes ethniques en Ouganda. Les touristes qui viennent en Ouganda, lorsqu'ils font des safaris, des promenades dans les réserves naturelles ou d'autres activités, veulent aussi s'imprégner de la culture du pays, rencontrer les habitants ou encore savourer la cuisine locale. Cette initiative contribue à préserver les traditions culturelles de l'Ouganda tout en offrant des opportunités économiques aux communautés locales. En développant le secteur du tourisme, ce projet crée des emplois et met en avant les talents artistiques et culinaires traditionnels de la région. Au Tchad, les électeurs votent depuis ce lundi pour élire le prochain président du pays. Parmi les électeurs figure le favori du scrutin, Mahamat Idriss Déby Itno, qui s'est installé au pouvoir en tant que président de transition du Tchad en avril 2021, suite à l'assassinat de l'ancien président Idriss Déby. L'engagement que j'ai pris devant Dieu et le peuple tchadien,
celui d'organiser dans le délai accordé les élections qui marqueront le retour à l'ordre constitutionnel. Ce scrutin, marqué par un duel inédit entre le président de transition et son premier ministre et ex-opposant Succès Masra, pourrait mettre fin à 3 années de pouvoir militaire. Les électeurs tchadiens se sont rendus aux urnes ce lundi pour élire leur prochain président. Quelques 8 millions de personnes sont inscrites sur les listes électorales sur plus de 17 millions d'habitants. 10 candidats sont en lice, dont une femme, mais les analystes estiment que le président intérimaire Déby Itno devrait remporter le scrutin. Ça s'est déroulé dans de bonnes conditions, c'était calme et les élections c'était transparent. Donc nous félicitons à travers votre micro les organisateurs pour le bon déroulement des élections pour les forces de défense et sécurité. Les élections se sont déroulées sans encombre selon les observateurs. Toutefois, un électeur d'un bureau de vote de la capitale N'Djamena dit ne pas avoir trouvé son nom sur la liste des électeurs inscrits. Depuis 6h50 que j'étais ici, j'avais cherché mon nom en vain. Dans la carte, c'est noté carré 4. J'avais cherché partout, je n'ai pas trouvé ça. Donc je ne sais pas comment l'État s'est organisé. Mais dans toutes les listes, il n'y avait pas mon nom. Donc je ne sais pas comment je dois faire. Est-ce que je vais voter ou pas? Donc vraiment, ça m'a fait tellement mal. Mais c'est mon droit, c'est mon devoir de voter absolument. Donc il me faut absolument que je vote. Malgré un décompte des votes dès lundi soir, les résultats préliminaires seront annoncés le 21 mai. Si aucun candidat ne l'emporte, un second tour sera organisé le 5 juin. Le Tchad a commencé à dépouiller les bulletins de la présidentielle ce mardi. L'élection qui s'est tenue en début de semaine a été longtemps retardée, après 3 années de régime militaire sous le président par intérim Mahamat Déby Itno. Les analystes s'attendent à une victoire du président sortant, qui a pris le pouvoir après que son père ait été tué en combattant les rebelles en avril 2021. Le principal autre favori dans la course est Succès Masra, l'ancien leader de l'opposition, récemment revenu d'exil pour devenir Premier ministre en janvier. Environ 8 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce lundi dans ce pays exportateur de pétrole de près de 18 millions d'habitants. Je crois que cette année, il y a un désir de changement que j'ai remarqué chez tout le monde. Et beaucoup de gens sont venus voter. Il y a un grand nombre dans les bureaux de vote. Le Tchad est le premier pays du Sahel à organiser des élections depuis la série des coups d'État qu'a connue la région ces 4 dernières années. En visite au bidonville de Matar à Nairobi, le président William Ruto a promis une aide financière d'urgence à chaque foyer touché ou déplacé par les inondations dans la capitale kenyane. Lors de sa visite dans ces zones touchées où 40 000 familles ont dû quitter leur domicile, Ruto s'est engagé à ne laisser personne dormir dehors. J'annoncerai la construction de 20 000 maisons qui aideront les habitants de Nairobi vivant dans des quartiers informels comme celui-ci. Cela permettra à chaque citoyen de vivre dans des quartiers dignes avec de l'eau, de l'électricité et un environnement propre, afin que les citoyens cessent de vivre dans des maisons comme celle-ci, qui sont constamment emportées par les inondations. Ruto a également reporté jusqu'à nouvel ordre la réouverture prévue des écoles cette semaine, alors que les fortes pluies et les inondations qui ont tué plus de 200 personnes se poursuivent. Le gouvernement a mis de côté 1 milliard de shillings kenyans pour reconstruire toutes les écoles touchées par les inondations, afin que tous les enfants de Nairobi et partout ailleurs dans le pays puissent retourner dans des structures appropriées où ils peuvent apprendre. Le déluge que connaît le pays est lié au phénomène climatique El Niño et doit encore durer plusieurs semaines selon l'Institut météorologique kényan.
En Afrique du Sud, une commission chargée d'enquêter sur les causes et les responsabilités dans l'incendie d'un immeuble du centre-ville de Johannesburg en août dernier a rendu dimanche la première partie de son rapport. 76 personnes avaient péri dans cet incident tragique. Selon ce rapport, la ville de Johannesburg n'a pas entretenu le bâtiment et c'est ce qui a conduit à ce drame le 31 août 2023. Utilisé comme bureau administratif puis comme refuge pour les femmes victimes de violences, ce bâtiment était devenu un lieu de squat pour les plus démunis de la ville et était contrôlé par des réseaux criminels au vu et su de la municipalité. La juge à la retraite, Sissi Kampeke, a été chargée de l'enquête et prévoit des mesures disciplinaires à l'encontre du directeur général de la Johannesburg Property Company, qui supervise les bâtiments de la ville. Concernant la cause du départ de feu, elle est elle aussi sinistre et est attribuée à un suspect qui avait avoué il y a quelques mois avoir étranglé un homme puis avoir mis le feu au cadavre pour dissimuler son crime. La commission a appelé à la démolition de ce qui reste du bâtiment et l'installation d'une plaque commémorative pour les victimes. La seconde partie de cette enquête sera publiée le 13 mai. Dans le sud de la bande de Gaza, des dizaines de milliers de Palestiniens se préparent à quitter la ville de Rafah après s'y être installés pour échapper à la guerre. Cette semaine, l'armée israélienne a ordonné l'évacuation de la ville en vue d'une offensive militaire d'ampleur. Tsahal a appelé les civils à rejoindre des zones humanitaires pour leur sécurité. Nous sommes aujourd'hui un peuple qui n'a que Dieu pour l'aider. Nous n'avons pas d'abri, pas de nourriture, pas d'eau, rien de tout cela. L'armée israélienne et la communauté internationale nous ont promis que Rafah serait protégée et c'est pourquoi nous sommes venus à Rafah. Mais malheureusement, ils nous ont informés de l'évacuation, faute de quoi nous devrons faire face à quelque chose que personne ne souhaite. À Rafah, les Gazaouis ont reçu des documents leur suggérant de fuir vers Al-Mawazi où se trouvent des hôpitaux agrandis, des tentes, de la nourriture et de l'eau. Les tracts indiquent également que les services d'aide s'étendent de Der al-Bala au nord jusqu'au centre de la ville de Khan Younis, au milieu de la bande de Gaza. Nous avons lu le document, nous ne savons pas où aller. Nous avons été déplacés de la ville de Gaza et maintenant nous ne savons pas où aller. Nous avons des enfants. Moi, j'ai ma femme, ma mère et toute ma famille et nous ne savons pas où aller. L'ONU a mis en garde contre les conséquences dévastatrices d'une offensive à Rafah qui augmenterait le nombre de décès des civils. Aux États-Unis, des programmes offrent à ceux qui fuient les persécutions dans leur pays d'origine une possibilité de trouver un abri pour poursuivre une vie plus sereine. C'est le cas du programme New Americans des services luthériens de Caroline qui accueille des réfugiés et les aide à s'installer dans un nouvel endroit, notamment en Caroline du Sud. Étant le pays le plus riche du monde, je pense qu'il est de notre devoir d'accueillir les personnes qui viennent, en particulier du Congo. Né au Congo, Keaskile, âgé de 28 ans, a fui avec sa famille à l'âge de 3 ans pour rejoindre un camp de réfugiés en Tanzanie où il a vécu jusqu'à il y a quelques semaines. Nous sommes heureux de l'endroit où ils vont nous emmener. Les familles sont accompagnées par l'organisme pour faciliter leur installation, de l'organisation du logement à la mise en contact avec les services sociaux et les prestations publiques, en passant par l'inscription à l'école. Ce que nous permettons vraiment, en fin de compte, c'est l'autosuffisance et l'intégration. Et donc tous les services dont ils ont besoin pour les aider à s'intégrer aux États-Unis et à devenir autosuffisants. Donc encore une fois, l'emploi, la scolarisation, le logement et les besoins de base comme la nourriture et les vêtements. Le gouvernement américain détermine chaque année le nombre de nouveaux Américains autorisés à entrer sur son territoire à l'issue d'une procédure d'orientation, d'entretien et de sélection avant qu'ils ne soient affectés à une des 10 agences des services luthériens de Caroline. Beaucoup de gens supposent que tous les réfugiés ont traversé la frontière, ce qui, bien sûr, n'est pas du tout la réalité. En fait, ils arrivent par avion dans notre aéroport et empruntent des voies légales. Réfugiés suite à la deuxième guerre du Congo, Keaskile et sa famille trouvent 20 ans après une vie paisible, loin de leur terre natale.